Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence, merci d'être là, si nombreux aujourd'hui à Grande-Synthe. Et effectivement, quand on se pose la question des politiques européennes, on est forcé de constater que depuis maintenant plus de 30 ans, la fermeture des frontières semble être devenue le seul horizon politique au niveau européen. Et cette fermeture des frontières extérieures, qui a accompagné l'ouverture des frontières intérieures, a produit depuis 30 ans des résultats absolument catastrophiques. Parce que, tout d'abord, il y a eu depuis 30 ans plus de 40 000 morts en Méditerranée, plus de 40 000 personnes qui ont trouvé la mort alors qu'elles cherchaient l'Europe. J'ai pris les chiffres au 2 mars, donc aujourd'hui de cette année, il y a déjà eu 666 migrants et réfugiés qui sont décédés, et parmi eux, 418 qui sont morts en Méditerranée, ce qui veut dire que la Méditerranée concentre 60% des décès de migrants et de réfugiés. Ça nous donne une moyenne de 7 morts par jour en Méditerranée. Et nous sommes, en tant que citoyens européens, nous sommes collectivement responsables de ces décès puisque nous laissons se mettre en place, année après année, cette politique de fermeture des frontières. L'autre effet désastreux, c'est évidemment l'explosion du business, souvent criminel, des passeurs. Et plus nous allons fermer les frontières, plus nous allons renforcer ce business, et donc nos gouvernements sont aussi complices de ces criminels qu'ils prétendent combattre. Et puis bien entendu, l'autre effet désastreux, c'est un effet politique désastreux qui fait que le débat sur ces questions dans nos sociétés est aujourd'hui profondément miné par des tensions, par des divisions qui se transforment aussi en crise politique, puisque la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne se fait largement sur ces questions, et donc c'est la démocratie elle-même qui est victime aujourd'hui de cette situation. Et cette situation, c'est celle où la frontière est aujourd'hui devenue le totem du XXIe siècle. Alors qu'on avait cru un peu à la fin du XXe siècle que la frontière serait une sorte de scorie d'un monde passé, que nous rêvions à une citoyenneté mondiale et un village global, aujourd'hui la frontière est bel et bien devenue le totem du XXIe siècle. On les mure et on les clôture. Il y a aujourd'hui plus de 40 000 kilomètres de frontières murées ou clôturées dans le monde, c'est-à-dire une distance plus longue que la circonférence de la Terre. Il y a plus de 65 frontières qui sont murées ou clôturées. Et pour beaucoup, ces frontières sont assimilées à une sorte de protection, à un dernier rempart contre une menace qui viendrait de l'extérieur. Et les politiques de gauche ou de droite ont évidemment beau jeu d'agiter ce fantasme de la frontière et de la présenter comme le dernier moyen qu'ils auraient à leur disposition pour contrôler les flux migratoires. Il y a énormément de recherches pourtant qui montrent que le degré d'ouverture ou de fermeture d'une frontière ne joue qu'un rôle tout à fait marginal dans la détermination des flux migratoires, que jamais un migrant ne va se décider à migrer parce qu'une frontière au loin sera ouverte, et que de la même manière, jamais un migrant ne va renoncer à migrer parce qu'une frontière sera fermée. Nous le voyons tous les jours à Grande-Synthe avec les migrants qui vont tenter chaque jour de monter sur un camion dans l'espoir de passer la frontière britannique, qui est pourtant hermétique. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, et la raison pour laquelle la frontière est érigée en totem aujourd'hui, c'est parce que c'est cette frontière, au fond, que nous allons utiliser pour définir notre identité collective, que nous allons utiliser pour définir qui est le nous et qui est le eux. Et donc, plus nous allons matérialiser physiquement cette frontière via des murs ou des clôtures, plus nous allons renforcer ce sentiment d'une identité collective sécurisée. Et les murs que nous dressons aux frontières sont en réalité bien plus un signal que nous envoyons à ceux qui sont à l'intérieur qu'à ceux qui sont à l'extérieur. Et pourquoi est-ce que nous utilisons à ce point les frontières pour déterminer notre identité collective? Je pense que c'est parce que nous sommes profondément prisonniers de ce que j'appellerais un paradigme de l'immobilité. Ce paradigme qui nous fait imaginer que dans un monde normal, dans un monde idéal, chacun resterait chez soi. Ce paradigme qui nous fait voir les migrations comme une sorte d'anomalie politique, comme un problème à résoudre ou comme une crise à gérer.
Et nous n'avons toujours pas accepté le côté profondément structurel des migrations au XXIe siècle, le fait que ces migrations soient le produit des inégalités du monde, que ces inégalités soient des inégalités de droit, de sécurité, de protection, de liberté, des inégalités de développement, de salaire, des inégalités économiques, et puis de plus en plus des inégalités environnementales. Et je crois que tant que nous n'accepterons pas ce caractère profondément structurel des migrations, nous resterons prisonniers de ce paradigme de l'immobilité, nous resterons prisonniers de nos propres frontières. Alors que peut-on faire et comment peut-on imaginer d'autres politiques européennes? Il y a évidemment toute une série de mesures que l'on peut prendre sur le court et le moyen terme. Le rétablissement de voies d'accès sûres et légales vers le continent, l'harmonisation de politiques européennes, sans doute demain une agence européenne de l'asile, nous avons déjà discuté de tout cela. Mais au-delà, si l'on veut regarder politiquement l'horizon, je pense qu'il faut, oui, pouvoir poser la question de l'ouverture des frontières. Et pouvoir dire que ce n'est pas un projet utopique, naïf ou idéaliste, mais qu'il y a, au contraire, une série d'arguments tout à fait rationnels qui doivent nous pousser à envisager l'ouverture des frontières comme étant un élément qui puisse à tout le moins faire partie des options du débat. Parce que c'est le moyen de mettre un terme au drame humanitaire qui se joue chaque jour en Méditerranée. Parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre les passeurs. Parce que c'est aussi un moyen économiquement de permettre aux migrants de réaliser leur plein potentiel économique. Et qu'aujourd'hui, malgré ces arguments rationnels, c'est une option qui est complètement sortie de la table des possibles politiques, comme si c'était le rêve un peu fou d'idéalistes naïfs. Et je crois que cette question de l'ouverture des frontières peut aussi fonder des éléments d'un véritable projet politique qui nous permettent enfin de penser la question des migrations, car c'est bien sur cette question que se joue l'avenir de l'Europe, l'avenir du projet européen. Je pense que l'ouverture des frontières, c'est d'abord un projet de liberté, parce que c'est le meilleur moyen de reconnaître un droit fondamental inscrit à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que tout homme a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Et donc, c'est permettre que puisse être mise en œuvre cette liberté fondamentale. C'est aussi un projet d'égalité, puisque aujourd'hui, sans doute, une des plus grandes inégalités, c'est l'inégalité du lieu de naissance, qui est devenue une sorte de privilège selon que vous serez né sur la rive nord ou sur la rive sud de la Méditerranée. Les opportunités et les possibilités qui s'offriront à vous seront radicalement différentes. Et il me semble qu'il y a là-bas une sorte d'injustice de naissance que l'ouverture des frontières permettrait un petit peu de corriger. Et c'est donc aussi un projet d'égalité. Et puis enfin, c'est un projet de fraternité. Parce que ouvrir les frontières, c'est aussi reconnaître que nous sommes tous et toutes partie d'une même humanité. Et qu'il n'y a pas sur Terre, et la question de la crise écologique nous le rappelle chaque jour, qu'il n'y a pas sur Terre les nous et les eux, mais que si nous voulons nous donner un projet de fraternité, je pense qu'ouvrir les frontières, c'est aussi permettre de reconnaître l'autre comme étant une partie intégrante de nous-mêmes, et je crois que c'est le grand défi de nos sociétés au XXIe siècle.